sais pas si vous l'observez, mais c'est encore pas tout à fait normal, dans le sens où on a encore certainement beaucoup de choses à apprendre sur le télétravail. Quelle modalité choisir dans les nouveaux accords? Comment faire pour préserver le collectif qui est voilà, quand même un petit peu abîmé par moment dans le contexte qu'on vit aujourd'hui? Comment préserver la cohésion d'équipe et surtout la cohésion entre les équipes, qui est encore certainement plus dure que la cohésion d'équipe? Comment faire pour que l'engagement des collaborateurs soit maintenu? Et comment faire pour le maintien aussi de l'équilibre vie pro, vie perso? Ça, c'est que quelques questions, mais je suis sûre que vous en avez plein d'autres en tête. En tout cas, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et pour le traiter, en fait, on va commencer par partager avec vous 2 enquêtes très récentes, c'est ça l'intérêt, de 2021, qui sont intéressantes parce qu'il y a quelques chiffres clés qui vont pouvoir nous aider. Et on a l'avantage d'avoir 2 invités qui ont largement travaillé sur les sujets et qui vont pouvoir témoigner. Tout d'abord, Cécile Demand-Henel, vous êtes DRH d'unité pour Alliance France. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir et puis c'est vraiment un beau sujet. Et comme vous le savez, l'actualité est complexe, donc il est d'autant plus important aujourd'hui. Donc, effectivement, je suis DRH d'unité chez Alliance France. Ça veut dire que je m'occupe de 2 grosses unités, dont la partie informatique. Et s'occuper de la partie informatique dans un contexte comme celui-ci, c'était pas rien. Et j'ai aussi un rôle transverse au sein d'Alliance France, puisque je suis responsable d'une initiative du plan stratégique qui s'intitule « Créer un environnement de travail propice au développement personnel ». Et donc, j'ai beaucoup œuvré et j'œuvre très fortement sur tous les sujets liés au télétravail et à l'environnement de travail. Voilà, donc ça va être vraiment un témoignage passionnant parce que vous avez décidé de prendre un temps d'avance sur beaucoup des réflexions qui sont menées aujourd'hui. Vous nous en parlerez et donc d'avoir déjà re-signé votre nouvel accord télétravail. Donc voilà, on écoutera le témoignage, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Et notre deuxième invitée, Isabelle Jouvenug, DRH siège Corporate Transdev. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, oui, moi, je suis donc DRH du siège corporate à Transdev, basé à Issy-les-Moulineaux, et directrice de l'établissement de Cristal d'Issy-les-Moulineaux, qui accueille environ 600 personnes. Et donc, à l'occasion du premier confinement, on a été amené à gérer le télétravail de tous les salariés qui étaient au siège. Et on est en train de mener des initiatives pour mettre en place notre futur accord télétravail à partir de juillet prochain, sachant qu'on a un accord provisoire pour l'instant. Voilà, et donc on pourra reparler tout à l'heure. Voilà, donc merci. Ce sont nos 2 invités. Et cet événement, il est organisé, il a été initié par la Maison Bleue. Aude. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je me présente également, Aude Portier. Je suis directrice commerciale grand compte au sein de la Maison Bleue. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire sur le thème télétravail et engagement des collaborateurs. Alors, faute de pouvoir organiser des événements culturels avec vous, avec nos clients, la Maison Bleue est devenue aujourd'hui 2.0 en organisant des événements interactifs et constructifs. Ce thème, il n'est évidemment pas anodin. Pour la plupart actuellement en télétravail, comme beaucoup de salariés français. Et cette généralisation du télétravail a des conséquences sur la motivation, sur l'appartenance et sur l'engagement des équipes. Alors, vous toutes et tous aujourd'hui qui travaillez donc, dans les ressources humaines, les affaires sociales, la RSE ou autres, nous espérons que le témoignage et le retour d'expérience de 2 de nos grands groupes que sont Alliance et Transdev vous apporteront de bonnes pratiques et répondront à vos enjeux RH et sociaux du moment. Donc, je profite vraiment pour remercier chaleureusement Isabelle et Cécile pour leur participation et leur implication dans la préparation de ce webinaire. En quelques mots rapidement, Valérie, la Maison Bleue, aujourd'hui, on est le 3e gestionnaire de crèches privées en France. On accueille chaque jour des milliers d'enfants et de familles selon une pédagogie unique et innovante, centrée sur le bien-être, l'éveil et l'épanouissement des tout-petits. La plupart des parents aujourd'hui dans nos crèches sont en télétravail,
depuis plus d'1 an maintenant et sont confrontés à un défi majeur, concilier vie professionnelle et vie personnelle. Donc, il y a des sujets comme la déconnexion, l'organisation du travail à distance, la motivation, ou encore le partage des tâches ou l'isolement et le burn-out parental qui sont apparus dans nos échanges avec les familles. On aura vraiment l'occasion tous ensemble d'en parler tout au long de ce webinaire. Et je laisse la parole à Valérie Bossard, que je remercie également pour l'animation de cette conférence. Très bon webinaire à tous. Merci. Voilà, donc au-delà de ces retours d'expérience que vous allez avoir, on a aussi souhaité que vous puissiez échanger. Alors, échanger avec nous, c'est pour ça qu'il y a l'outil Klaxoon et on vous guidera au fur et à mesure pour pouvoir l'utiliser. Et puis aussi, parce qu'avec la Maison Bleue, on a fait le pari que vous qui nous écoutez, pour certains ou même pour tous, vous avez certainement des expériences ou des bonnes pratiques à partager et qu'il ne fallait pas s'en priver. Donc, vous aurez aussi 2 temps d'interaction en sous-groupe. Maintenant qu'on a ça avec nous, juste quelques minutes pour partager une enquête. 2 enquêtes, en fait, qui sont sorties début 2021. La première, les premiers chiffres qui ressortent, et ce n'est pas une surprise, c'est que le développement du télétravail, il va se faire de plus en plus. Il n'y a aucun doute dans les organisations. Il y a 75% des collaborateurs qui pensent que ça va se développer. Si tu veux bien mettre le slide, Julie. Oui, excuse-moi. Il y a 75% des collaborateurs qui pensent que ça va se développer et il y en a même 86% qui le souhaitent, avoir plus de télétravail qu'avant. Donc, clairement, ça pousse et les organisations poussent aussi. Alors, souvent, ça sort de cette étude, mais ça sort aussi d'une étude de l'ANACT. Le nombre de jours qui est identifié comme idéal pour le télétravail, c'est 2 jours. Mais on peut tout à fait faire différemment. On peut même faire plus. On verra un exemple tout à l'heure et on peut faire plus avec succès. Mais c'est ce nombre de jours qui ressort dans les enquêtes. Ce qui ressort également, c'est 3 points de vigilance majeurs. Alors, on peut en trouver d'autres, mais il y en a 3 qui ressortent de manière assez forte dans ces 2 enquêtes-là, ou même globalement. La première, et c'est surtout propre évidemment à la période qu'on vit actuellement, c'est l'isolement. Il y a 56% des salariés qui se sentent plus isolés aujourd'hui qu'auparavant, avant la crise. Moins de liens avec leurs collègues, moins de liens informels, évidemment. Donc ça sort d'une étude Ipsos réalisée pour le BCG en janvier et février. Et il y en a aussi 26% qui ont le sentiment de faire moins partie des cercles de décision. Donc non seulement j'ai moins de liens, mais en même temps, j'ai l'impression quand même quelque part d'être moins partie prenante des décisions dans l'entreprise. Donc, une des conséquences de ça, c'est ce que vous voyez sur la droite. Une des conséquences de ça, mais aussi peut-être de la charge mentale liée au télétravail, c'est qu'on constate pour 41% des télétravailleurs, c'est qu'ils ont plus de problèmes de sommeil qu'avant la crise, ce n'est pas rien. Et 32% se disent que parfois, ils ressentent un sentiment d'être au bord de craquer ou au bord du burn-out. Alors ça, c'est certainement vrai pour la période actuelle, mais c'est quand même à conserver en tête pour la suite. Le deuxième point qu'on a souhaité mettre en exergue, le deuxième point de vigilance, c'est sur l'organisation du travail. Là, clairement, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais comme on s'est retrouvé tout d'un coup pour les fonctions pour lesquelles c'était possible à travailler, au début en tout cas 100% du temps en télétravail, évidemment, c'était une situation d'urgence. Donc, la tendance a été comment faire pour continuer à travailler à distance. Le premier impact, ça a été l'usage des outils digitaux qui nous ont aidés à pallier à la distance, mais peut-être pas encore beaucoup de réflexion sur l'organisation du télétravail en tant que tel. C'est-à-dire qu'on a quand même essayé de continuer à travailler de la même manière qu'avant, mais à distance avec nos outils. Or, quand même, quand on voit dans les études, pour 3/4 des télétravailleurs, il y a des séquences qu'ils préfèrent faire à distance sans surprise. C'est la rédaction, c'est ce qui permet une meilleure concentration. C'est ça qu'ils préfèrent faire à distance. Et pour 3/4 aussi d'entre eux, les mêmes ou pas les mêmes d'ailleurs, dès l'instant qu'ils ont besoin d'interagir, d'animer des réunions, de chercher aussi des solutions sans que ça soit un processus figé, fixe, déterminé, et qu'on a besoin d'interactions un peu plus fluides, alors là, on a besoin d'être en présentiel. Et c'est ça sûrement le point sur lequel les organisations devront travailler et apprendre au fur et à mesure du temps. Et le troisième point qu'on a souhaité
mettre en valeur, c'est d'ailleurs une de vos préoccupations, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. C'était déjà un sujet dans beaucoup d'organisations, le sujet de la déconnexion, entre autres, mais ressort encore de manière plus forte avec le travail à la maison, on va l'appeler comme ça aujourd'hui, même si vous savez aussi que dans l'organisation, il y a beaucoup de réflexions sur se dire, est-ce que le télétravail, c'est forcément télétravail à la maison? Est-ce que ça ne peut pas être télétravail proche de chez soi et peu importe le lieu, coworking ou autre? Mais en tout cas, voilà, ce temps de déconnexion est un vrai sujet. Et la charge mentale qui est générée globalement par le télétravail fait que pour 50% des télétravailleurs aujourd'hui, ils aspirent à un investissement moindre dans leur travail et à plus de place dans la vie personnelle qu'on a peut-être mis aussi un peu entre parenthèses par la force des choses en ce moment. Mais bon, il faudra peut-être être vigilant quand on va reprendre en se disant, tiens, les choses reprennent normalement, on est vacciné, on va reprendre le cours des choses. Peut-être qu'on ne va pouvoir pas le reprendre vraiment comme avant. Il y aura forcément des changements qui se seront passés. Les organisations ont mûri, mais aussi les collaborateurs, les salariés, ils ont avancé dans ce qu'ils aspirent. Donc, il y a cette réponse-là qui est à prendre en compte. Et autre chose, c'est par rapport à l'impact sur les femmes qui, dans les enquêtes, dans celle-ci et dans d'autres, ressort comme plus forte. C'est-à-dire qu'elles ont été identifiées pour, il y a 1,5 fois plus de risques qu'elles soient plus fréquemment interrompues quand elles télétravaillent que les hommes. Donc, vous imaginez la charge mentale quand c'est le cas. Et puis, la culpabilité. Elles sont 1,4 fois plus nombreuses que les hommes à estimer qu'elles ne sont pas assez disponibles pour leurs enfants. Et on peut estimer le pendant que quand elles sont avec leurs enfants, elles se disent qu'elles ne sont peut-être pas là où elles sont attendues dans leur travail. Et tout ça, ça génère aussi pas mal de charge mentale. Voilà, avant les interviews de nos invités, on avait envie de faire un focus sur ces deux enquêtes qui sont vraiment intéressantes et que vous pourrez trouver en détail les deux sur Internet, elles sont disponibles. Voilà. Alors, par rapport à ces deux sujets-là, Isabelle et Cécile, la première question que j'ai envie de vous poser, Isabelle, c'est déjà de présenter peut-être brièvement le contexte de Transdev et de nous dire aussi comment cette période de télétravail elle a été vécue chez Transdev. Alors, donc à Transdev, donc, pour le périmètre pour lequel je m'occupe, donc c'est vraiment le siège, donc on ne parle pas des conducteurs. Transdev, c'est une entreprise qui fait du transport de voyageurs, mais on ne parle pas des conducteurs, on parle vraiment des 600 personnes du siège. Il y avait déjà un accord télétravail avant le premier confinement, mais qui en fait concernait moins de 15% des salariés. En fait, c'était vraiment les salariés éloignés du lieu de travail qui bénéficiaient du télétravail, qui demandaient à en bénéficier. Et puis, il y avait une tendance managériale à ne pas pousser non plus au télétravail. Ce n'était pas considéré comme la norme. Bon, tout le monde, du coup, en mars, tout le monde se retrouve en télétravail. Tout le monde était équipé d'un téléphone portable et d'un ordinateur portable, donc ça n'a pas été un sujet matériel. Ça a été surtout un sujet d'organisation et de maintenir le lien et un sujet d'arriver à s'organiser en télétravail. Et donc là, on avait un accord télétravail, on en a mis en place un provisoire en septembre, de septembre à décembre, qu'on a prorogé jusqu'en juin 2021. Et comme je disais tout à l'heure, on va en renégocier un à partir du 1er juillet. D'accord, merci. Alors vous, Cécile, aussi peut-être votre contexte et puis peut-être comment vous avez réussi à maintenir l'engagement des collaborateurs pendant la période. Alors, Alliance France, c'est, on peut dire, 10 000 personnes au total, tout type de contrats confondus, 1500 agents généraux et puis de très nombreux clients qui ont vécu un confinement en même temps que nous. On est dans le secteur de l'assurance, donc le secteur de l'assurance dans un contexte comme celui du confinement, il a été fortement remis en question puisqu'il y a un vrai enjeu et un souci sur l'équilibre financier de l'assurance dans un monde qui bouge beaucoup sur ses clients. Donc ça, c'est un premier élément de contexte pour nous. Notre business model est en train de bouger. Deuxième élément de contexte, les assureurs ont été mis beaucoup plus à contribution par l'État. Donc, il y a eu des contributions des assureurs. Donc ça aussi, quand on est dans un secteur comme le nôtre, ça joue.
à la fois sur le mental des salariés, mais aussi sur les questions qu'on se pose par rapport à l'avenir. Et troisième élément de contexte à l'heure où on se parle, c'est un peu comme tout le monde, le sentiment que la fatigue épuise. Et donc, comment est-ce qu'on maintient l'engagement des troupes? Alors, si la question, c'est comment est-ce qu'on a vécu la première partie de la crise, ça a été massif pour nous parce qu'on avait peu de télétravailleurs. On avait un accord télétravail ouvert sur accord du manager à raison d'un jour par semaine. Donc, volontariat plus accord du manager. Dans certaines directions, on montait jusqu'à 50% des personnes qui travaillaient un jour par semaine. Dans d'autres, comme par exemple toutes les équipes d'indemnisation et de gestion de la vie du contrat, on était encore à des tout petits niveaux. Et donc, en une semaine, on a fait basculer 8500 personnes en CDI pour ne prendre que. Derrière, il faut ajouter les CDD, les stagiaires, les apprentis, les alternants, et on monte à 10 000. On a basculé 10 000 personnes en télétravail. Et donc, le soir, comme tout le monde à l'apéro, on applaudissait les infirmiers et le matin, on applaudissait notre DSI parce que ça a été un travail extraordinaire. Et c'est vrai que le boulot de la DSI, qui était plutôt, comme dans beaucoup de boîtes, une direction à laquelle on en veut parce qu'on est agacé quand un outil ne marche pas, il a été salué avec un gros déploiement. Et sur cette période-là, il y a eu d'abord le fait de basculer tout le monde en télétravail. On s'est aperçu qu'on pouvait le faire dans des nouvelles directions de masse. Deuxième élément très fort à ce moment-là, on met en place très rapidement un guide du télétravail qu'on ouvre à tous, où on répand des bonnes pratiques pour les managers et les collaborateurs. Donc, on se met à communiquer de manière très régulière avec les collaborateurs sur le sujet. On met en place un guide et on a un CEO qui va vraiment prendre le sujet à bras-le-corps, puisque au bout de quelques semaines, il met en place un point d'échange avec tous les salariés de l'entreprise tous les vendredis. Et donc, il y a une vidéo tous les vendredis de Jacques Richier qui parle à l'ensemble de ses collaborateurs. Et ça a été vraiment quelque chose de très apprécié sur la première phase de confinement. C'était bien ça, votre question. Pourquoi? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, une forte implication de la DSI pour les outils et pour leur diffusion, et puis un guide pour accompagner les collaborateurs. Isabelle, si on en revient du coup à cette question, il y a toujours une question qui est intéressante, qui n'est pas toujours facile à répondre, mais qui est intéressante. Sur cette période-là, il y a quelque chose que vous feriez différemment. C'est toujours instructif. Oui, sûrement. Sûrement, moi, je pense que l'attention particulière aux personnes qui sont en situation de fragilité. Parce que je suis d'accord avec Cécile, je ne reviendrai pas sur les apprentis, les stagiaires, les nouveaux arrivants voilà, qui sont arrivés dans une période un peu compliquée. Et en plus de ça, sans vouloir être intrusive dans la vie des gens, on a envie aussi de savoir s'ils sont dans des bonnes conditions, s'ils ne sont pas dans peu de mètres carrés, si ils ont quand même des contacts avec d'autres. Et c'est un équilibre qui est très difficile à trouver. Et je pense que c'est une attention c'est un sujet à part entière. D'accord. Et donc, comment vous l'auriez adressé en fait? Ben, je pense que je serais sûrement plus passée par les managers pour qu'ils m'aident à identifier les personnes dans leur équipe, en leur demandant aussi du coup, comment ils les suivaient particulièrement. Voilà, je pense que j'agirais beaucoup plus sur ce point-là. Sur ce levier-là avec les managers. D'accord. Merci pour la réponse. Et Cécile, si je vous pose la même question? Alors, sur la partie confinement, on a vraiment mis le paquet. En plus, on avait mis des enquêtes hebdomadaires, comment ça va. Ça a très bien fonctionné. Là où je pense qu'on pourrait faire les choses un peu différemment, c'est au moment du déconfinement. Au moment du déconfinement, on a commencé par demander aux gens de venir un jour par semaine. Et puis, on a demandé aux gens de revenir plus. Et là, je crois qu'en termes de communication, on aurait pu être meilleur dans pourquoi on les faisait revenir. Parce qu'on a eu un petit peu de difficultés. Certains ne voulaient pas revenir. Il y avait, je pense, une forme de peur et puis aussi une forme de confort, notamment pour tous ceux qui s'étaient installés dans des maisons à distance de Paris, puisqu'on a quand même près de la moitié de l'effectif en région parisienne, ce qui n'est pas la plus belle région pour être confiné, notamment quand on est en appartement. Et donc, sur le déconfinement, si je devais refaire quelque chose, c'est garder un meilleur niveau de proximité et d'explication avec les collaborateurs, parce qu'on avait tellement investi sur la partie 100% confinée qu'on s'est retrouvé peut-être un peu démunis au moment du déconfinement sur l'accompagnement des gens dans cette période qui était moins claire d'ailleurs sur les mesures gouvernementales. Donc, si je devais refaire quelque chose, j'investirais plus sur la partie échange avec les collaborateurs sur cette phase-là. D'accord, merci pour la réponse. Donc, du coup, c'est un enseignement que vous allez pouvoir utiliser pour la période qui va venir. On est en train de le faire, justement. On va essayer de faire différemment cette fois-ci. Tout à fait. D'accord.
Isabelle, alors, ce qui était très intéressant lors de la préparation, c'est la façon dont vous utilisez la période qui a été vécue et dont vous en servez de manière collaborative pour construire la suite. Oui, alors en fait, on a fait une première enquête télétravail au mois de mai pour demander, on était encore dans le premier confinement, pour demander le ressenti des salariés sur la période de télétravail et comment ils envisageaient la suite. Et je suis complètement d'accord avec l'enquête que vous avez présentée tout à l'heure. En fait, on a bien 9 salariés sur 10 qui souhaitent continuer à télétravailler et plutôt 2 jours par semaine. Donc, je pense que c'est assez général. Et puis ensuite, on s'est dit, pour alimenter le futur accord télétravail, ce qui serait bien, c'est de faire remonter tous les ressentis positifs et négatifs des salariés. Et puis, pour essayer de comprendre un peu et de les classer. Donc, on a fait des ateliers sur la base du volontariat, mais en essayant d'avoir un panel de salariés assez représentatif, des managers, des hommes, des femmes, des personnes qui ont de l'ancienneté, moins, etc. Et vous avez puis, on a sollicité réussi à combien de remonter. personnes? Ça a concerné à peu près 70 personnes, 70-80 avec des ateliers de 8 personnes. On essaie que ce soit assez réduit quand même. Et puis, donc on a remonté plus de 330 ressentis, à peu près équivalent entre les positifs et les négatifs, et qu'on a classé en 5 catégories. On a classé en productivité, outils, management, vie pro, vie privée et collaboration. Et de là, on s'est dit, on va leur demander aussi de nous dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux ou qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on mette en place. Donc, on a eu pas mal de propositions. On en a eu plus de 200. Et donc là, on a entamé une deuxième série d'ateliers, toujours sur la base du volontariat, en disant, voilà, on vous présente des expérimentations, mais vous en avez peut-être d'autres en tête. Et qui est d'accord pour expérimenter quelque chose d'un peu novateur ou pas, ou juste sur une période donnée, et de nous dire comment ça va, au bout d'un mois, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut généraliser, pérenniser? Est-ce que ça marche 2 jours, mais que ça marche pas sur la durée? Enfin, voilà. Donc, on en est là, en fait. En plein test and learn. Oui. D'accord. Cécile, quand on a préparé, donc il y avait quand même cette volonté qui ressortait d'aller assez vite pour donner de la visibilité, alors que les RH, on le sait partout, étaient quand même sursollicités par la période de la crise. Qu'est-ce qui vous a motivé pour arriver aussi vite à un nouvel accord? En fait, dans les enquêtes Jubiweek qu'on a menées tout au long du déconfinement, du confinement puis du déconfinement, on a eu énormément sur la partie qualitative, énormément d'attentes qui ressemblent à ce qui vient d'être dit. Et on a, sous l'impulsion toujours de notre CEO, lancé un appel à idées. En fait, on fait des innovatons depuis déjà quelques années chez Alliance France, où on lance une idée, les gens proposent des idées, les idées sont sélectionnées, puis il y a des groupes de travail. Et là, on a lancé une forme d'innovaton qu'on a appelé appel à idées sur l'évolution des façons de travailler. On a eu, donc il y avait 4 thèmes qui ressemblent aux 5 thèmes que tu évoquais juste avant. On a le thème vie au travail, le thème outils, le thème manager et le thème engagement. Et on a eu près de 1500 propositions de faire les choses autrement de la part des collaborateurs. Et puis ensuite, il y avait des likes. Et ces 1500 propositions, elles ont été synthétisées, parce que parfois, on avait des propositions qui se ressemblaient, parfois non. Et on a créé des groupes de travail dédiés. Et tout ça, c'était en juin et en juillet. Ça a été rassemblé en une masse de propositions qui a été la première date de réunion avec nos partenaires sociaux et l'initiation de la négociation d'un nouvel accord télétravail. Et ça, on l'a commencé dès 28 août de mémoire. Et en fait, ensuite, en 6 semaines, on a travaillé sur une négociation d'une nouvelle accord télétravail. La raison pour laquelle on a fait tout ça en mode accéléré, c'est la conviction que les gens avaient besoin de lumière au bout du tunnel, qu'ils avaient besoin de savoir comment ça se passerait après. À l'époque, ce qu'on ne savait pas, c'est que les deuxième et troisième vagues de la crise sanitaire seraient aussi fortes. Donc, on était aussi dans un parti pris plutôt positif, qui était de se dire, il est possible qu'au sortir de l'été, on rentre sur on savait qu'il y aurait encore des vagues, mais pas de cette force-là. Et on faisait le pari de donner de la lumière pour passer à autre chose dès fin 2020 et début 2020. Et puis ensuite, cet accord signé, de toute façon, on avait prévu une mise en œuvre au 1er janvier 2021, il nous sert quand même aujourd'hui à avoir de la perspective derrière. Donc, pour nous, il a quand même cette vertu d'avoir permis aux gens de se dire, il y a un après-demain et voilà
le nouveau cadre qui sera le nôtre. Donc, vraiment, la motivation, elle était, les gens ont besoin d'avoir de la perspective. Parce que c'est le coup. Ouais, donc de répondre à ce besoin de perspective, de les associer grandement aussi et d'aller quand même d'aller vite quelque part. Ouais. D'accord. Alors tout à l'heure, on a vu là dans les nuages de mots des préoccupations en lien avec l'engagement. Comment vous avez fait l'une et l'autre, si c'est le cas, pour intégrer ce sujet de l'engagement dans vos accords en préparation pour Isabelle et réalisé pour Cécile? Je démarre. Allez. Alors, en termes d'engagement, en fait, on part du constat que le télétravail a modifié le rôle du manager. C'est-à-dire que le manager qui était beaucoup dans la répartition des tâches, l'animation, mais une animation d'équipe, est devenu aussi celui qui passait de l'information et celui qui s'assurait que tout le monde avait le même niveau d'information au sein de l'équipe. Donc, on s'est beaucoup appuyé sur les managers. On avait des réunions et on a toujours des réunions tous les mois où on les réunit pour leur donner un maximum d'informations et mettre en place des FAQ pour qu'ils puissent répondre aux interrogations de leurs équipes. Voilà, c'est essentiellement ça. Après, c'est peut-être plus anecdotique, mais on a développé en interne un outil qui permet à tous les salariés d'indiquer s'ils sont en télétravail, sur site, en congé, et qui est partagé avec toute l'équipe, ce qui fait que ça leur laisse aussi, et puis qui peuvent évidemment changer, ce qui nous permet, nous, de vérifier la jauge de présence et qui permet aussi de savoir quand est-ce qu'on peut rencontrer son collègue parce que, ah ben tiens, j'ai besoin de rencontrer un tel, je sais qu'il est sur site tel jour, donc je vais faire en sorte d'y être. D'accord. Et ça, donc, c'est des actions que vous avez mises en place au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des choses que vous intégrez dans l'accord de ça ou ça rentre dans vos pratiques finalement? Dans notre accord provisoire, on a intégré l'outil comme quelque chose de pérenne en fait. Mais sur le relais via le management, non. Enfin, dans l'accord, on met qu'il faut évidemment faire en sorte que le télétravail maintienne le collectif et que donc il appartient aussi à chaque équipe de faire en sorte de se rencontrer régulièrement parce que ça me fait penser à un truc qui a été dit, par exemple, à un moment donné dans les ressentis, c'est quand on est en télétravail, on ne croise plus les membres du COMEX, on ne croise plus les N+2 et les N+3. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on a envie, de l'informel, mais du lien aussi qui fait qu'on voilà, on est dans un groupe et puis on peut croiser le CIO et rien qu'ils disent bonjour, bah, voilà, ça fait plaisir. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus en télétravail à 100% en tout cas. Et donc, l'idée, c'est de faire intervenir, par exemple, les N+2 ou les N+3 dans des réunions d'équipe quand on est en télétravail, justement pour qu'on ne soit pas, ça ne tourne pas en rond au sein de l'équipe et qu'il y ait un peu de l'information externe d'autres personnes. Ça peut être d'ailleurs des N+2 ou d'autres directions d'ailleurs. Ça fait partie d'une des expérimentations qu'on est en train de tester. D'accord, merci. Cécile, par rapport à l'engagement? Alors d'abord, la différence peut-être avec Isabelle, c'est que nous, notre accord, il est signé, alors qu'Isabelle, elle est en train de construire la suite. Et peut-être le premier levier d'engagement, ça a été de dire aux collaborateurs au travers de cet accord, c'est 100%. C'est-à-dire que nous, entreprises, qui étions dans une logique où il fallait l'accord du manager et c'était un jour par semaine, si on voulait, on inverse complètement le paradigme, on dit, on vous a entendu. Et maintenant, tous ceux qui veulent télétravailler, sauf une centaine de métiers qui sont, enfin une centaine de postes, pas de métiers, mais de postes qui sont totalement inéligibles au télétravail, par exemple la gestion du courrier, la santé au travail. Il y a des postes qu'on ne peut pas faire chez soi, qu'on ne peut pas tenir chez soi. On dit, finalement, maintenant, c'est l'inverse. Si vous avez une difficulté pour télétravailler du fait de votre niveau d'autonomie, eh bien, il y a un plan de développement avec votre manager pour vous permettre d'y accéder. Donc, finalement, le télétravail, ça devient presque un droit. Il faut juste s'être donné les moyens de. C'est la première chose et on inverse complètement le paradigme. Ensuite, on a dit ça peut être 2 ou 3 jours. Ça dépend du niveau.
et de la direction dans laquelle vous êtes, parce que, par exemple, si je suis très sédentaire et très autonome dans mon travail, je peux monter à 3 jours. Si, par contre, je suis très sollicitée et en mode interactif en permanence, j'ai peut-être seulement la possibilité de faire 2 jours. Et ensuite, les jours, ils vont se gérer en équipe, parce que si tout le monde est absent les lundis et les vendredis, en termes de... On va avoir un sujet aussi en termes de gestion des espaces. Donc derrière, la deuxième force de notre accord, c'est de dire cette vie collective, elle fait s'organiser entre nous. Et c'est avec l'aide des managers qu'on organise la vie d'équipe, le manager tranche, mais c'est bien une décision collective qui doit l'emporter. Ensuite, on a investi, c'est-à-dire qu'on a dit aux gens, puisque vous travaillez autant chez vous, on va vous envoyer un matériel d'un autre niveau. Donc, on a investi sur l'ensemble de l'équipement informatique, y compris la téléphonie mobile, et on a proposé à tous ceux qui le souhaitaient de bénéficier d'un fauteuil ergonomique sur lequel on est allé chercher des niveaux de fauteuils qui sont ceux qu'on trouve dans le mobilier d'entreprise. Donc, on est sur du niveau ergonomique plus. Et puis, on a augmenté l'indemnisation du télétravail depuis la maison. Et enfin, on a ajouté les tickets resto en télétravail. Donc, on a aussi montré aux collaborateurs qu'on reconnaissait ce télétravail comme étant un télétravail qui mérite d'être accompagné par l'entreprise sur le plan des moyens et sur le plan de la prise en compte de leur effort, eux, d'accueillir en leur maison un espace pour télétravailler. Et ensuite, dans toutes les parties relatives à la charge de travail, on a beaucoup insisté sur les règles de respect d'une journée de travail, ça c'est dans l'accord également, mais aussi sur le fait qu'on construit les solutions ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est très fort et qui n'a jamais été aussi fort dans nos accords qu'aujourd'hui. Sur les leviers d'engagement, moi je rejoins complètement ce qu'Isabelle a dit. Le manager est clé de voûte, il l'est depuis toujours dans nos organisations, sauf qu'il ne peut plus manager par la présence. Maintenant, il faut manager par le lien et le résultat. Et donc, ça oblige les managers à changer complètement de posture. Et là-dessus, ce qui a très bien marché, et on a surfé sur notre nouvel accord, ça a été des ateliers de co-développement entre managers qu'on a menés sur le mois de novembre-décembre. Et ça a vraiment reboosté nos managers. On a eu des NPS sur ces ateliers de 9,2 sur 10. Et aujourd'hui, on y viendra peut-être tout à l'heure, on se retrouve à nouveau dans une nouvelle vague où on veut relancer quelque chose, mais qui est plutôt au niveau de la culture de l'entreprise et du nouveau cadre de travail. C'est quelque chose dont je vais peut-être parler tout à l'heure, qui est une nouvelle vague pour retravailler l'engagement autrement. D'accord, merci. J'ai juste une question passée dans le chat pour savoir si c'était 2 à 3 jours par mois ou par semaine. C'est 2 à 3 jours par semaine, Cécile, c'est ça? Oui, mais je me suis mal exprimée, c'est 2 à 3 jours par semaine. Par contre, l'indemnité, elle est réglée par mois, d'où mon erreur. C'est bien 2 à 3 jours. J'ai vu la question, j'en ai vu d'autres dans le chat. Vous aurez je vais poser moi une dernière question et après vous aurez la parole pour les questions. J'en ai vu une sur la culture d'entreprise et on pourra y répondre après. Oui, mais la dernière question que je voulais vous poser, c'est en lien avec ce que les participants ont mis aussi dans le nuage de mots. C'est comment vous faites pour prendre en compte l'équilibre vie pro, vie perso, soit dans les actions que vous menez, soit dans l'accord même de télétravail, l'une et l'autre. Je vais démarrer. Alors, dans l'accord, donc dans notre accord provisoire, on a mis en place, on a rappelé les règles du droit à la déconnexion et on a demandé à tout le monde de mettre dans les mails que quand on envoie un mail en dehors des horaires de travail, les week-ends, ça ne nécessite pas de répondre instantanément. Bon, ça, c'est une première chose, ça paraît évident, mais... Et après, c'est vrai que ce qu'on a constaté, et c'est dans l'équilibre vie pro, vie perso, il n'y a pas que du négatif, parce qu'il y a aussi une possibilité d'adapter sa vie personnelle. J'ai besoin d'aller faire une course en urgence et c'est toujours fermé le samedi, donc je m'interromps 1 heure, mais je travaillerai un peu plus tard ou j'ai commencé un peu plus tôt. Donc, en fait, c'est tellement basé sur la confiance. Le télétravail n'existe pas sans confiance. Et donc, il faut aussi laisser beaucoup d'autonomie aux salariés pour adapter. Et c'est vrai que le télétravail nécessite des managers de manager par objectif et par performance, et plus par la présence, comme l'a dit très bien Cécile. Et du coup, à part rappeler des règles un peu évidentes et de demander aux managers de surveiller la charge mentale parce qu'en fait, on perd aussi tous les signaux faibles quand on est en télétravail et il y a les signaux faibles qu'on peut percevoir chez certains collaborateurs, ça devient très compliqué. Donc,
Donc voilà, à part rappeler régulièrement, j'ai pas vraiment de solution miracle. Mais je suis preneuse aussi de ce qui peut être Et du coup, ça mis en m'inspire une place. question. Effectivement, vous parlez de la confiance et qui est clé. La confiance, ça ne se décrète pas? Comment vous faites sur le sujet? Mais je pense que tout le monde apprend en même temps. Enfin, pardon, Cécile, mais je pense que on peut aussi. Enfin, nous, on avait quand même des managers qui n'étaient pas pro-télétravail. Donc, quand tout le monde s'est retrouvé en télétravail, il a fallu qu'ils fassent confiance. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Et ils se sont rendus compte que ça marchait quand même. Donc ça a un peu fait évoluer les mentalités quand même. Et puis, en fait, je pense que si les résultats sont là, voilà, il y a un effet vertueux, quoi. C'est la démonstration par le vécu. Cécile? Alors, sur la partie, d'abord, si la confiance, ça se décrète un peu quand même. Hein. C'est-à-dire qu'une entreprise qui affiche que la confiance, elle s'accorde, quel que soit le lieu de travail, et c'est typiquement un des engagements qui va sortir lundi prochain chez Alliance France, c'est une façon de dire si ça se décrète. Et ensuite, une fois que c'est décrété, ça sert de base, en fait. Et ça va permettre d'avoir ce point de repère commun que les gens ensuite vont s'approprier. Donc, pour moi, la confiance, elle se construit, je vous rejoins, mais si elle se décrète en plus dans l'entreprise, elle devient un principe de fonctionnement. Et c'est ça qu'on... Sur la flexibilité, on a mis tout ce que vous dites, Isabelle, on l'a mis en fait dans notre nouvel accord un peu de la même manière. Et cette idée de plage disponible où je peux faire autre chose parce que j'en ai besoin, on l'a aussi ajouté en demandant en contrepartie une transparence. Parce que confiance, ça suppose aussi de la transparence. Et donc, par exemple, quelqu'un qui doit aller faire cette course, aller chercher ses enfants et revient travailler derrière, ce qu'on lui demande, c'est d'utiliser Teams pour que ce soit transparent pour son manager. On ne demande pas forcément de motif, mais au moins, on sait que sur cette plage-là, la personne est indisponible pour raison personnelle, donc on ne la dérange pas. La contrepartie, c'est que la journée de travail soit bien réalisée et qu'il y ait de la transparence sur ces temps d'indisponibilité. Donc, c'est ce genre de choses qu'on a mis en place. Ensuite, sur la partie continuer à mobiliser les gens, on avait, comme dans beaucoup d'entreprises, des temps de dynamique d'équipe, des temps de team building. En 2020, on a fait un cadeau work one. Et c'est un vrai sujet pour nous pour la suite. Comment est-ce qu'on anime aussi le collectif au sens du team building en 2021? On est toujours en train de travailler dessus. Et puis peut-être le dernier élément qui a commencé à se mettre en place et qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a vu poindre des pratiques nouvelles. Par exemple, j'en fais partie de ceux qui l'ont lancé et ça marche, c'est intéressant, la logique des pauses. Si vous calibrez des réunions de 50 minutes sur un créneau d'1 heure, vous avez 9 chances sur 10 que tout le monde puisse avoir une pause, se lever, aller aux toilettes, se faire un café, manger une part de gâteau, passer un coup de fil personnel entre 2 réunions. Et tout de suite, la journée, elle est différente. Et ce genre de best practice, aujourd'hui, on les généralise en donnant des idées pour que justement, ces journées qui s'enchaînent à distance, elles aient des pauses, elles aient une vraie pause déjeuner. La dernière lutte qu'on a eue et qu'on continue à avoir, c'est lutter contre les réunions qui ont lieu de 12 à 13 et de 13 à 14. Donc, on va instaurer, ça c'est ce qui sort aussi lundi, le fait que de 12h30 à 13h30, la priorité, c'est pouvoir déjeuner. Et donc, voilà, c'est ce genre de choses autour de l'équilibre. Très concret. Et enfin, moi, je vous rejoins complètement sur le problème de la surcharge mentale auquel les hommes sont exposés aussi. Hein. Les femmes peut-être encore plus parce que leur rôle de mère est donc de s'assurer que elles ont un rôle un peu plus particulier en termes de care dans les foyers. C'est quelque chose qui est culturel et qui s'explique par de nombreux phénomènes, fait qu'elles sont plus exposées à la double charge. Par exemple, c'est 10 minutes, si je suis mère de famille, plus qu'un homme, j'aurais tendance à aller accrocher une lessive, m'assurer que le repas est de meilleure qualité, etc. etc. Et là, il y a un sujet qui, pour moi, est autour de l'apprentissage personnel. C'est-à-dire que dans le télétravail, on dit souvent en entreprise, il faut apprendre à dire non et à mettre des limites. Et bien, je pense que le sujet se pose aussi dans l'espace personnel quand on est en télétravail. Là aussi, il va falloir apprendre à dire non aux membres de sa famille parce qu'on est en télétravail et pas à la maison. Et donc, c'est vraiment un sujet qui, pour moi, est un sujet sur lequel on va et on doit accompagner nos collaborateurs. Parce que voilà, c'est peut-être encore plus difficile pour une mère de famille qui travaille à 100% ou même à 80% que pour une collaboratrice de dire non à sa famille. Avec une collaboratrice qui dit non à son chef, ça suffit. Voilà, c'est un exemple un peu caricatural, mais je pense qu'il y a un vrai sujet là autour de l'autonomie, ça s'apprend aussi quand on travaille à la maison. Une dimension personnelle aussi à développer. Ouais.
Avant qu'on passe la parole aux participants pour les questions, est-ce qu'il y a une dernière chose où vous dites, mais là, on a fait vraiment un truc qui serait intéressant à partager et qu'on n'a pas évoqué jusque-là? Alors moi, j'en ai une parce que je suis à fond dedans, je sors de CSSCT et je viens de me présenter à la CSSCT. En fait, depuis décembre, on a eu des inquiétudes qu'on évoquait tout à l'heure. Notre COMEX nous a demandé d'accélérer sur le nouveau cadre de travail. On avait d'anciennes chartes, réunions et mails. On a réuni des représentants de toutes les unités et on a fait un travail par itération pendant 2 mois qui nous a permis d'aboutir sur le nouveau cadre de travail qui va sortir. C'est sorti en CSSCT aujourd'hui, ça sort lundi auprès des managers et jeudi prochain auprès de l'ensemble des collaborateurs. Et dedans, on affiche des principes tels que j'accorde ma confiance quel que soit le lieu de travail, mais aussi des règles du jeu, par exemple sur les horaires de réunion, sur lesquels on demande de ne plus en faire avant 8h30, pas pendant la pause déjeuner et pas le soir, sauf urgence. Sur l'équilibre vie pro vie perso, où on écrit noir sur blanc qu'on conseille aux gens de trouver du temps pour faire des pauses, pour se lever, pour avoir une activité physique même quand ils sont à domicile. On retrouve aussi des engagements sur la symétrie des attentions par rapport aux clients, par rapport à mes collègues. Voilà, on retrouve des messages forts sur comment est-ce qu'on veut s'adapter à ce nouvel environnement et des idées. Donc, plein d'idées, de rituels, par exemple, cette fameuse réunion de 50 minutes, ces réunions dédiées à comment ça va dans l'équipe et comment on pourrait mieux faire ensemble. Et donc, on est en train d'essayer de créer quelque chose qui est entre la culture d'entreprise, des nouvelles chartes de fonctionnement et des idées pour faire autrement dans ce nouveau monde. Et donc, ça, c'est tout nouveau. Et pour moi, je m'en suis beaucoup occupée. Donc, vous devez sentir la passion dans ma voix parce que c'est quelque chose dont j'attends beaucoup. Merci, c'est très intéressant. Isabelle, il y a quelque chose aussi que vous souhaitez ajouter? Oui, c'est dans le même ordre d'idée, mais c'est sur le lieu de travail. En fait, on avait déménagé dans nos nouveaux locaux en août 2017, en open space. On avait, juste avant le confinement, fait une expérience sur un étage de flex office. Et là, on est en pleine réflexion sur le lieu du travail. Qu'est-ce qu'on va venir chercher au travail quand on va venir au bureau? C'est pas pour venir à son bureau avec ses photos et puis rester sur son poste de travail. On va venir plutôt échanger, se faire des ateliers de brainstorming. Enfin, et donc, du coup, comment on va aménager les locaux pour que ça réponde à ce que les salariés viennent chercher et qu'ils soient contents de venir et qu'ils aient envie de venir et qu'ils soient mieux que chez eux parce qu'ils vont y trouver quelque chose qu'ils ne trouvent pas chez eux. Ok, merci à toutes les deux. Alors, maintenant, l'idée, c'est de ceux qui ont des questions, les posent. Alors, vous voyez, on va être tout à fait naturel. Je sais que j'en ai vu dans le chat, entre autres, une sur la culture d'entreprise. D'ailleurs, si la personne qui l'a souhaité souhaite commencer, on peut faire comme ça. Tout simplement, vous allumez votre micro et vous posez la question. Bonjour, Delphine Combier. Cécile, on avait travaillé ensemble, je ne sais pas si tu te souviens, chez Allianz. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir comment vous avez réussi l'une et l'autre à maintenir votre culture d'entreprise qui est quand même, qui est quand même une identité forte et précieuse à conserver. Le télétravail a tendance à diluer et donc on a parfois aussi des profils difficiles à recruter. Comment vous gardez votre spécificité d'entreprise? Isabelle, tu veux commencer? Non, vas-y. Alors, d'abord, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse sur le fait qu'on ait réussi à le faire. Je pense qu'on a fait le maximum en essayant de privilégier la proximité forte avec les collaborateurs, comme je le disais, sur toute la première partie, et puis de créer de la fierté aussi sur ce qu'on arrivait à faire dans un contexte, comme tout le monde, juste hallucinant, quoi. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant le premier mois, tous les matins, j'avais l'impression que je vivais quelque chose de complètement absurde, tellement inimaginable quelques semaines plus tôt. Et donc, on a cultivé la fierté de réussir ça ensemble. Ça a été la première phase. La deuxième phase, c'est vraiment en jouant le collaboratif qu'on a continué à donner du sens. Ça fait des années maintenant chez Allianz qu'on crée des innovations, qu'on crée de la concertation, qu'on s'appuie sur le collectif. Et donc, cette idée de l'appel à idées qui a été de dire tous ensemble, on va y réfléchir,
ça a été aussi un des moyens pour nous de rester cohérent avec ce qu'on veut développer en termes de culture de collaboration dans l'entreprise et puis de culture agile. Et sur la partie actuelle, tu as dû le sentir, on a eu un effet nouvel accord qui a bien joué sur l'automne, mais la fatigue pandémique, elle s'accrue depuis décembre, il y a de nombreux articles là-dessus. Et là, actuellement, ce qu'on est en train de faire avec ces 5 engagements, c'est de dire notre culture d'entreprise, on la fait bouger. On la fait bouger et on l'adapte à ce qu'on est en train de vivre. Et donc, quelque part, c'est comme ça qu'on réussit, c'est en créant des temps forts et en ayant ce souci de cohérence et d'innovation dans notre culture d'entreprise. Ce qui est très intéressant par rapport à la question que je peux ajouter, que je n'ai pas donnée tout à l'heure, c'est qu'en même temps qu'on faisait ça, à l'échelle d'Alliance dans le monde, qui est un des plus gros, voire le plus gros sur plusieurs lignes de business dans le monde, Alliance, ils ont lancé le New Work Model. Et en fait, nos 5 engagements, on les retrouve au niveau du monde et ça s'appelle The 5 Pledges. Et donc, on voit bien que ce phénomène d'emballement, il a joué à tous les niveaux des organisations. Le truc qu'on a peut-être bien réussi, en tout cas qu'on est en train de bien réussir à mon avis, c'est de réussir à assurer une relative cohérence de tous ces niveaux de discussion et de collaboration dans l'entreprise. Et ça va faire la force, à mon avis, du projet qu'on est en train de bâtir. Merci pour la réponse. Isabelle, vous avez une réponse? Oui. Oui. Moi, presque, je le résumerai en 3 mots que je vais développer rapidement. C'est la fierté, la communication et la sécurité. La fierté parce que la fierté d'appartenance au groupe parce qu'on a créé un fonds de solidarité donc sur les 35 000 salariés en France, parce qu'on avait des conducteurs qui étaient dans des situations compliquées, malades, pas de revenus, en activité partielle, etc. Et donc, on a demandé à tous les salariés en France de participer au fonds de solidarité, soit par une réduction du salaire, soit par des dons de congés. Et ça a donné une vraie fierté d'appartenance de tous de pouvoir avoir cette action solidaire et qui est très utile malheureusement. Et puis, alors, communication, parce qu'on a communiqué sur tout ce qu'on faisait, et je pense que c'est très important, en fait, quand les gens sont éclatés et qu'on ne peut plus faire de réunions physiques, c'est de communiquer, et je pense qu'on ne communique jamais trop. Et puis, le troisième, c'est la sécurité. C'est qu'on a tout fait pour que nos collaborateurs, quand ils reviennent sur site au moment du déconfinement, se sentent en sécurité, que toutes les mesures sanitaires avaient été prises pour qu'ils puissent ne pas être inquiets sur la propagation du virus. Et que voilà, donc, tout a été mis en œuvre pour qu'ils puissent revenir dans des bonnes conditions. J'ai vu dans le chat aussi une question sur le désengagement de Fanny. Si vous voulez bien la poser oralement. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Bonjour. Donc oui, je voulais vous poser une question. Comment est-ce que vous gérez les équipes avec lesquelles vous avez perdu tout simplement l'engagement, la démotivation, plutôt qu'en préventif, plutôt en réactif? Est-ce que vous auriez des conseils? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand il y a des risques de désengagement forts, ce qui marche le mieux pour remonter tout le monde, en tout cas c'est ce qu'on a observé sur ces derniers mois, c'est de remettre en place des réunions très courtes d'alignement. Par exemple, la réunion de 30 minutes le matin à 9h qui remet tout le monde et où tout le monde parle. Donc, c'est de recréer un espace court, très régulier, où les gens s'expriment. Donc, quand on sent des équipes où ça va mal, c'est ce qu'on préconise et nous, RH, on vient aider à mettre en place ce genre de choses en place. La deuxième chose qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand vous avez des problèmes de sens, par exemple, quand vous êtes amené à faire travailler des équipes sur un projet qu'elles ont du mal à comprendre, avec parfois dans les organisations des inventions qui peuvent être un peu paradoxales, la distance amplifie le phénomène de perte de sens de manière très forte. Et donc, il faut réengager plus de communication alors c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure, Isabelle, du middle ou du top management vers la base. Donc, il faut créer des espaces de discussion pour redonner du sens et de compréhension. Et on sait que ça marche d'autant mieux quand les interventions des leaders sont courtes et qu'elles donnent lieu derrière à un Q&A ouvert, un peu comme on le fait aujourd'hui.
Donc, en fait, la manière de répondre, c'est la force RH qui veut lutter contre ça ou managériale, c'est détection des signaux faibles, réaction immédiate, et à ce moment-là, mise en place de fonctionnement beaucoup plus interactif et régulier au sein des équipes, donc court et tout le monde s'exprime. Et la deuxième chose, c'est de rétablir des voies de communication sur des projets qui sont perturbants, plus importantes, du top management vers la base. Et ensuite, alors dans de nombreuses organisations, c'est le cas chez nous, vous avez toujours la ligne, le numéro d'alerte qui se met en place. Donc ça, cette ligne, elle existe. Chez nous, c'est le CALI social qui permet d'avoir un espace direct quand je suis en détresse. Et pour finir, dans ce qu'on est en train de bâtir, dans nos 5 engagements, il y a tout un pavé autour de si ça va mal, je peux en parler et je serai aidée. Et il y en a un deuxième autour de si un de mes collègues va mal, je suis là pour lui et je peux alerter. Et donc, on grave aussi dans notre culture d'entreprise la solidarité qu'Isabelle évoquait, et on en fait quelque chose qui finalement fait partie de la vie d'entreprise, de pouvoir dire quand ça ne va pas et prévenir quand un collègue ne se sent pas bien. On va prendre une dernière question parce que le temps file. J'en ai vu une sur la tendance des Parisiens à vouloir s'installer en province. Vaste sujet. Je sais si la personne qui la pose veut prendre la parole. Non, bah sinon on va y répondre. Si vous avez une réponse à faire sur le sujet. Isabelle, tu as avancé toi sur ce sujet? Oui, alors nous, on a une réponse assez simple, c'est que la règle, c'est que le lieu de travail est à Paris, qu'on tient absolument à ce que les équipes se rencontrent régulièrement et le collectif doit fonctionner, et il fonctionne quand même beaucoup mieux en présentiel, et que donc les personnes qui veulent aller vivre en province, c'est un choix, mais nous, on ne les accompagne pas et on ne favorise pas du tout ça. Et on leur dit, si vous allez vivre en province, vous devez être minimum 3 jours par semaine, hors période 100% télétravail. On parle, c'est comme si on était revenu à une vie normale. Vous devez être 3 jours par semaine à Paris, donc vous faites en sorte d'être 3 jours. Après, on ne peut pas vous empêcher de déménager, mais on va pas vous mettre 100% en télétravail parce que vous êtes parti vivre en Bretagne. Ok. Oui, on a une approche similaire. En fait, on ne peut pas sortir quelqu'un de son bassin d'emploi aisément, mais on ne peut pas l'empêcher de déménager. Et donc, quand quelqu'un le fait de son propre chef, à ce moment-là, c'est lui qui l'assume. La seule chose qu'on peut offrir dans certains cas, c'est le fait que comme on a de nombreux sites en province, si une personne s'installait près d'un autre site en province, l'engagement qu'on a pris, c'est d'étudier éventuellement le transfert de son poste vers l'autre site, mais c'est si et seulement si ça correspond bien à une implantation de sa direction sur ce site. Donc, on ne s'interdit pas d'étudier, mais la posture sur l'ensemble des cas est exactement celle d'Isabelle. Alors, j'ai senti, d'ailleurs, tu me disais, Isabelle, que ça n'a pas été simple chez nous non plus, parce qu'on a pas mal de pression là-dessus. Oui, c'est assez mal vécu parce qu'on nous rétorque, c'est on l'a bien fait pendant des mois, alors pourquoi on ne peut pas continuer? Oui, sauf qu'il y a une différence entre ce qui s'impose à tout le monde et puis le choix qu'une entreprise fait de maintenir ce lien dans les équipes. Et, voilà. Et puis clairement, dans la durée. Vous avez quelqu'un qui, à l'inverse de son équipe, est à 100% à distance, c'est plus du salariat en fait. C'est de l'utilisation d'expertise, et dans le monde du travail, généralement, ça se traduit par des auto-entrepreneurs qui sont en freelance. Donc, on n'est plus sur le même rapport à l'entreprise. Si on veut être salarié dans une entreprise, ça veut dire aussi qu'on s'y engage et qu'on est dans le collectif, et ça suppose de se voir toutes les semaines. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, on sera tous tellement digitaux que ce sera possible, mais à l'heure d'aujourd'hui, le niveau de maturité dans le télétravail fait que pour rester une équipe, on a besoin de se voir toutes les semaines. Ok, merci. J'ai une question maintenant pour la Maison Bleue. Comment, par rapport à tous ces sujets d'engagement, d'équilibre vie pro, vie perso, comment vous pouvez accompagner les entreprises? Quelles solutions vous proposez dans ce sens-là, Aude? Oui, alors, donc du coup, je pense qu'en tant que directrice commerciale grand compte à la Maison Bleue, je suis en charge de la relation commerciale avec les grandes entreprises grand compte, mais surtout, je pilote l'équipe en charge de la relation client et famille, qui est en contact tous les jours avec les salariés des entreprises clientes. Je vais donc, si vous le voulez bien, je vais m'appuyer sur des situations concrètes que nous vivons depuis plus d'1 an avec ces familles, et les solutions qu'on apporte pour aider les collaborateurs à mieux concilier vie privée et vie professionnelle, encore plus en ce moment quand les deux se déroulent sous le même toit.
Alors, concrètement, notre mission principale aujourd'hui, c'est d'aider les familles à trouver un mode de garde pour leurs enfants. Aujourd'hui, il faut savoir que seulement 18% des enfants entre 0 et 3 ans disposent d'une place en crèche, alors que c'est le mode de garde plébiscité par les familles françaises. Les crèches municipales sont complètement saturées et beaucoup de familles se tournent vers des modes de garde alternatifs, comme des assistantes maternelles ou des gardes à domicile. Donc, d'ailleurs, voilà, je voulais vous le dire, les parents qui bénéficient aujourd'hui d'une place en crèche grâce à leur entreprise nous témoignent vraiment tous les jours de cet avantage sur la charge, leur charge mentale, vraiment qui pèse surtout dans les premiers mois de la parentalité. Si je peux insister et parler de cette crise sanitaire, avec cette crise sanitaire, nous avons été et nous sommes toujours en première ligne pour observer la difficile équation entre télétravail et garde d'enfants, vie familiale. Être à la maison en télétravail avec des enfants en bas âge, même avec une super nounou, ça révèle quand même une mission impossible. Je pense qu'on peut toutes et tous en témoigner. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on a à cœur, la Maison Bleue a vraiment à cœur de maintenir toute crèche ouverte, malgré la situation sanitaire, pour permettre vraiment à nos parents de poursuivre leur activité professionnelle sereinement. Il y a eu un petit changement parce que depuis quelques années et encore plus ces derniers mois, la majorité des familles qui souhaitent trouver un mode de garde nous contactent pour des modes de garde à proximité et proches de leur domicile et non de leur lieu de travail. Il y en a d'autres en ce moment, alors, je ne vais pas dire beaucoup, mais on a une augmentation des appels qui sont en cours de déménagement et qui souhaitent être accompagnés par nos équipes dans ce changement de vie. Aujourd'hui, je dirais que notre rôle vraiment à la Maison Bleue et surtout des équipes de relations famille, c'est d'accompagner chaque famille de façon vraiment personnalisée, de comprendre sa situation, ses contraintes logistiques et d'y répondre avec vraiment une solution sur mesure. Et les familles vraiment ont la chance d'avoir un interlocuteur dédié à leur écoute pour l'aider à trouver la solution qui répond parfaitement à ses attentes. Alors, en dehors vraiment de vos salariés bénéficiaires d'une place en crèche, on reçoit depuis la crise sanitaire 2 fois plus d'appels de parents en détresse pour des demandes de garde occasionnelle ou d'urgence afin de pallier la majorité du temps, il faut le dire quand même, depuis vraiment la crise sanitaire, à des arrêts maladie plus fréquents de nous. Donc, on a mis en place un process de réponse à vos familles rapide et rassurant pour les aider le plus rapidement possible. Et on a mis en place un protocole d'accueil en crèche qui est vraiment adapté, personnalisé pour garantir la confiance et la sécurité à tous les petits bouts qu'on accueille de manière occasionnelle ou d'urgence. Il y a un autre cas précis, que lutter contre l'isolement est également une de nos préoccupations aujourd'hui, je dirais. Vos parents nous contactent et nous appellent davantage pour tout simplement parce qu'ils ont besoin de parler. Donc, je vous rejoins, Cécile, je vous rejoins, Isabelle. Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de conseils. Il y a des questions qui reviennent assez régulièrement. Comment s'occuper des enfants à la maison? Quels sont les impacts de cette crise sanitaire sur nos petits? Comment un bébé, par exemple, de 6 mois peut développer son langage avec des masques? Comment je peux me remotiver en télétravail? Voilà, donc c'est des sujets qu'on voit réapparaître et apparaître depuis la crise. En tant qu'expert de la petite enfance et de la parentalité, on a des équipes famille et pédagogiques qu'on a renforcées depuis la crise sanitaire et on leur a proposé et on propose aux familles une hotline d'écoute psychologique et pédagogique. Alors là, j'ai parlé du côté des familles en crèche, mais du côté des entreprises, ça a également changé. Avant la crise sanitaire, la mise en place d'un dispositif crèche ou d'un accompagnement à la parentalité répondait davantage à des enjeux RH de type la fidélisation des collaborateurs, le recrutement ou autres. Aujourd'hui, on évoque davantage des enjeux RH sociaux, comme l'égalité homme-femme, l'équilibre vie pro, vie perso. Pour nous,
Et je pense qu'entreprise et famille, on est tous unanimes. Et je vous rejoins également, Isabelle, Cécile et Valérie. Le télétravail a vraiment, vraiment fragilisé les femmes. Donc, je répète juste l'enquête Ipsos, c'est 34% d'entre elles qui déclarent être aujourd'hui sur le point de craquer en raison de cette situation sanitaire. Mais on a également fait émerger, le télétravail a également fait émerger le rôle important des pères ou des coparents. Ils sont nombreux aujourd'hui à nous contacter et à vouloir s'impliquer davantage dans leur vie de famille. Ils prennent conscience aujourd'hui qu'ils peuvent oser être pères dans le monde du travail. Voilà. Donc ça, c'est des avancées énormes. Voilà. Ok. Si je peux juste finir, on a aussi beaucoup de clients qui nous sollicitent sur des sujets et on leur propose tous les jours, comme aujourd'hui, des webinaires et des formations en ligne pour accompagner les équipes à distance sur des sujets parentalité, gestion des émotions, atelier sophrologie. Et donc, je finis vite parce que je sais qu'on est vraiment, vraiment un peu en retard, mais c'est important pour moi de vous faire passer ce dernier message. C'est que vous l'aurez vraiment compris, à la Maison Bleue, nous sommes convaincus vraiment que la qualité de vie au travail passe avant tout par un bon équilibre vie pro, vie perso, et que nos solutions et que nos engagements permettent à la fois aux enfants de s'épanouir, mais aussi à leurs parents d'être soulagés et sereins en télétravail. Voilà. Merci. Merci Aude. Ça a dû être court parce qu'en général, ça suscite toujours une envie de partager plus longtemps. Mais voilà, on s'était engagé à ce que ça tienne 1h30 dans des agendas et on va faire en sorte de respecter notre timing. Aude, un petit mot de la fin? Je voulais juste remercier tout le monde d'avoir participé, particulièrement donc Isabelle, Cécile et Valérie. N'hésitez surtout pas à nous contacter par la suite si vous avez des questions, l'ensemble de l'équipe de la Maison Bleue est à votre entière disposition. Okay. Merci à vous, c'était un moment super agréable pour nous aussi. Ok, ben moi aussi je vous remercie vraiment Cécile, Isabelle, parce que je sais que vous avez des agendas hyper chargés, on l'a vu, à quel point c'était difficile pour trouver des créneaux, mais vous l'avez fait. Donc merci, et merci aussi pour la qualité. Merci aussi pour la qualité de vos interventions. Moi, je me suis encore régalée cette fois-ci à vous écouter. Merci la Maison Bleue d'avoir organisé l'événement, d'avoir été à cette initiative. Et puis, merci à vous de vous être connectés parce que je sais que vous êtes tous sursollicités par les webinars. Donc, c'est toujours chouette quand on voit des personnes qui sont intéressées et qui participent. Alors, on a envie de vous, avant de se quitter, de vous poser une dernière petite question. C'est de nous dire avec quoi vous repartez, soit une idée, soit l'état d'esprit du moment. Enfin, voilà, vous nous dites un petit mot là, de la fin, s'il vous plaît. Un ou plusieurs. Voilà, donc pour celles qui ont pu se connecter à Klaxoon, on refait le même exercice que tout à l'heure. Donc, je vais vous lancer l'activité et vous cliquer dessus. Et pour celles qui n'ont pas pu le faire, ça risque de prendre du temps. Vous pouvez les dire à l'oral ou les écrire dans le chat pour qu'on puisse les voir. Alors, rassurer, d'accord. On ne sait pas sur quoi, ça donne envie de savoir, mais on n'aura pas le temps. Merci, topissime, belles idées d'action. Merci pour ces partages. Eh bien, merci à vous. Merci à vous. Relancez. Ah, il va y avoir un bout quelque part. Confiance. Bon, on n'a plus qu'à, on a plein de bonnes idées. On n'a plus qu'à, passionnant, en trouver quelques-unes à réussir à mettre en œuvre dans nos organisations. C'est toujours ce que je me dis à la fin d'un webinaire, c'est qu'on repart, on a entendu plein de choses sur l'inspiration. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, le petit truc qu'on va pouvoir concrétiser de demain. Voilà, j'espère que vous allez le trouver aussi. En tout cas, merci à tous. C'était vraiment un plaisir. Il est 12h30. C'est l'heure d'aller manger parce que, comme Cécile le dit, pas de réunion entre 12h30 et 13h30. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.